Et c'est une manière de dire que pour se faire entendre, il faut crier? C'est votre côté Mélenchon? Que moi, à titre personnel, je ne me sentais pas capable de la supporter. Moi, je l'ai ramené comme un chien à son nonos. Il est trop content qu'il le dépose au pied de Gilles. Au boulot, point d'exclamation. Ouais, c'est un ordre. Là, c'est un ordre qui est donné. Oui. J'aime raconter des histoires. On est plus à l'aise parce que le film est sorti, puis on voit que ça marche. Déjà, je pense qu'il y a un problème entre la gauche et le rire. Eh ben, on est là, on a fait camping du coup là. Ben, moi, ça me dérange pas. J'aurais fait camping, j'en serais content, tu vois. Et on vous voit là à l'écran, un peu en donneur de leçons, un peu méprisant. Est-ce que ça peut ne pas être contre-productif pour comprendre le truc? Mais c'est qui que j'ai devant moi maintenant là? C'est le François Ruffin militant, le François Ruffin réalisateur? Putain, on est vraiment avec un mec de gauche. Hein. Mais pourquoi moi, on me regarde pas comme un artiste? Désolé. Salut l'internaute, bienvenue sur ma chaîne YouTube et ici au cinéma L'Espace Saint-Michel où je donnais rendez-vous à deux personnalités que tu connais sans doute déjà. Le réalisateur Gilles Perret, que j'ai pu interviewer à plusieurs reprises pour parler de ses films, notamment Les Jours Heureux ou encore La Sociale, mon préféré, et le député François Ruffin, réélu en juillet dernier à l'Assemblée nationale sous l'étiquette LFI NFP. Ils sortent ensemble leur troisième film, Au boulot, sorti au cinéma le 6 novembre. Un film qui traite de la réalité du travail en France, mais qui a suscité de vives réactions, notamment autour de la présence centrale de l'avocate et surtout de la chroniqueuse à scandale Sarah Salman. Alors pourquoi ce choix? Pour quel objectif politique et cinématographique? Est-ce un pari réussi à leurs yeux? Ce sont quelques-unes des questions que je vais leur poser maintenant. C'est parti! C'est bon? Eh bien, bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour François. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui et dans ce cinéma que vous connaissez. Très bien. C'était quand j'avais fait mon premier film, Ma mondialisation, qui avait des très bonnes critiques partout, je me la pète un peu pour commencer, et les gens voulaient le voir, mais il était sorti dans une seule salle en France, c'était ici à l'Espace Saint-Michel. Donc, la boucle est un peu bouclée. Alors après Merci Patron en 2016 qui était un gros succès, votre premier film au cinéma, Monsieur Ruffin, il y avait Jeux du Soleil juste d'ailleurs en 2019. Monsieur Ruffin. Bah oui, Monsieur Ruffin et Monsieur Perret, je me suis dit, autant marcher directement dans les bons trucs, on va essayer de se vous voyez, ça va peut-être se forer à un moment donné, même si on se connaît pas tous les deux, et nous, on se connaît quand même plus, ouais. Beaucoup plus. Alors le 2019, c'est votre rencontre, tout du moins au cinéma. Ah oui, mais on se connaît depuis plus de 20 ans maintenant. Moi, en 2005, j'étais passé faire un reportage sur des camions qui avaient brûlé du côté du Mont Blanc. Et du coup, il y avait une queue de camions, il y avait des protestations des habitants sur le trafic routier. Et c'est là que j'avais croisé Gilles. On avait immédiatement sympathisé, il m'avait hébergé dès la première nuit. Mais on se demandait comment on allait pouvoir bosser ensemble, parce qu'il y a quand même entre ces montagnes et mon plat pays, il y a quand même une grosse distance et il a fallu du temps pour que sur le mouvement des Gilets jaunes, on improvise un film qu'on a tourné en 6 jours, Jeux du Soleil. Alors c'était en 2019, Debout les femmes en 2021 donc, et voici votre quatrième film à vous, votre troisième tous les deux, Au boulot, point d'exclamation, comme les 3 films précédents. Dis donc, un point d'exclamation à chaque fois dans tous les titres de films. Non, là ce qui va pas, c'est que d'habitude on Ça révèle quoi? C'est une manière de dire que pour se faire entendre, il faut crier? C'est votre côté Mélenchon? S'exclamer, je trouve que le point d'exclamation, et on dirait qu'il sautille, c'est une ponctuation qui bondit. Donc je trouve que le point d'exclamation incarne de la joie. Bon, mais par ailleurs, sur le titre, moi j'aime bien quand on a des titres qui sont des titres de chansons aussi. Merci Patron, c'est un titre de chanson. Je veux du soleil, c'était un titre de chanson. Debout les femmes, c'est un titre de chanson. Et là on a Au pas. boulot, c'est un ordre quoi, un peu. Ouais, c'est un ordre. Là, c'est un ordre qui est donné. Oui. Mais par contre, ça sous-entend quand même le mouvement, l'action, tu vois, quand même. Ouais, mais une injonction quand même, c'est au boulot, vous la reprenez un petit peu des personnes qui, on va parler de la fameuse, mais des personnes qui se font être l'injonction aux prolos, aux pauvres, de allez, vas-y, va au boulot, c'est un peu ça. Oui, c'est l'injonction à Sarah Salman, puisqu'on va en parler, d'aller au boulot, quoi. Vas-y, mets-toi au boulot. Elle l'a fait, hein, plus ou moins, elle l'a fait. Alors, Gilles, de ton côté, ah ben voilà, ça foire, je t'ai tutoyé. Bon, ce n'est pas, comme je disais, ton 4e film, mais ton 25e film, si mes calculs sont bons, et du coup, le 3e tous les deux. Alors, ma première question pour toi, c'est celle-ci. Pourquoi avoir accepté ce projet? Et je crois savoir que il a fallu le convaincre. C'était pas à gagner au début. Non, déjà dire à quel point c'est agréable de faire nos films ensemble, parce que c'est vraiment, enfin voilà, il y a notre complicité, notre amitié. On s'est pas engueulé une fois.
C'est pas engueulé une seule fois. Vous n'êtes pas un vrai couple en alors. 3 films. Non, bah non, j'ai pas eu de prétention de ce côté-là, moi. Mais Couple cinématographique, en plus, de réalisateur. il y a quand même la compagne de Gilles qui est là, donc si j'avais une déclaration à faire, ce serait pas aujourd'hui. Ouais, non, en fait, moi, sur cette idée-là, ça faisait un moment qu'on voulait faire ce film sur ce thème-là, mais on y reviendra peut-être sur la genèse. Mais en tout cas, moi, ce qui me gênait dans le film, c'était pas du tout le procédé cinématographique, c'est-à-dire d'amener donc Sarah Salman, et d'amener quelqu'un et d'opposer des classes sociales comme ça, d'une caricature, et l'amener dans les milieux populaires. J'étais sûr que le procédé cinématographique était bon pour créer du rire, de la confrontation, de l'énervement chez le spectateur. Donc tout ça, j'étais persuadé. C'est juste que moi, à titre personnel, je ne me sentais pas capable de la supporter. Voilà, c'est ça qui faisait qu'on hésitait. parce que si tu veux, moi je la connaissais pas. Et quand François m'appelle, il dit je crois que j'ai trouvé la bonne combine pour qu'on puisse faire un autre film. On avait déjà l'idée du film avant la rencontre avec Sarah Salman. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, je suis allé voir sur Internet et j'ai vu les prises de position et quand même, quoi. Tu dis waouh. Mais en fait, j'ai pas hésité trop longtemps quand même parce que ça valait le coup d'essayer et on n'a pas été déçus vraiment. Plus hésité que Sarah Salman ou ce qui est dit en premier? Non, c'est elle, il fallait que je ramène ma prise. Moi, je l'ai ramené comme un chien à son nonos. Il est trop content qu'il le dépose au pied de Gilles, puis Gilles qui fait un peu la moue, qui bouge et tout ça. Bon, donc, et puis, on a Clotilde aussi, notre productrice. Saluons ceux qui font du travail invisible, ont beaucoup de papier. Et donc, je dis toujours, c'est une marxiste orthodoxe. Quand je lui ai parlé de ce projet, elle qui m'envoie les mails à 3 h du matin sur le partage de la plus-value, elle était un peu désarçonnée par mon marxisme tendance Groucho, quoi. Je vous propose du coup de regarder, alors vous la connaissez, mais vous qui nous regardez chez vous, la bande-annonce du film pour mieux saisir ce qui se passe à l'intérieur et on se retrouve juste après. Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Un rhume, une angine et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Je viens ici pour une invitation amicale à Madame Salman que vous veniez vous installer pendant 1 mois, 2 mois avec le SMIC. Ce que je veux faire, c'est la réinsertion sociale des riches. C'est pas un gros croque-monsieur. C'est un croque-monsieur raffiné à la truffe, aucun rapport. 30 secondes parti. J'accélère. Les talons, finalement, peut-être que c'est pas si approprié. C'est peut-être un peu inadapté. Frotter, frotter, mieux vaut ne pas si. Frotter, frotter, si tu ne me connais pas. J'ai toujours rêvé de me faire servir par la grande bourgeoisie. 2890 pour la veste, ça va. Ah là, je suis tellement bien ici. C'est bien ou pas? Non, c'est pas bien. Emballer des poissons toute la journée, je vois même pas comment on peut dire que c'est un métier passion. Bah si on n'a pas ça, on n'a rien, nous, par ici. Bon chocolat. Vous êtes payé combien? 1 000 €. Mais j'ai surtout le besoin de me sentir utile auprès des autres. On a aussi la vie qu'on décide d'avoir. C'est pas moi qui ai arrêté l'école, c'est eux qui m'ont arrêté. Le système Parcoursup m'a tué. Il y en a qui sont assistés, qui restent dans leur canapé à rien faire. Pourquoi aussi? Pour eux, ils sont plus rien et c'est plus qu'un numéro. En 2012, j'ai été licenciée cause économiquement. Il fallait que je bouge, il fallait que je travaille. J'ai toujours travaillé. Après, on a les rêves qui commencent à revenir. Est-ce que tu peux encore prononcer le mot assister à la télévision sans penser au visage de Nathalie? Sarah Salman, est-ce qu'elle a vraiment changé? On s'en fiche. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gens. Alors, une bande-annonce, comme on vient de le voir là, on le sait, c'est souvent fait avant que le film soit terminé d'être monté, enfin ça donne pas forcément le ton, mais là si, hein, moi qui ai vu le film 2 fois, ça résume pas mal le film en fait, en vérité. Alors mettons tout de suite les pieds dans le plat, avec le personnage central du film, sur l'affiche comme dans la bande-annonce, comme dans le film, disons-le quand même, c'est Sarah Salman, et avec un objectif que vous rappelez dès le début du film, que vous rappelez un peu tout du long, et sans spoiler même jusqu'à la fin, changer Sarah Salman, la réinsérer, elle, la riche parmi les pas riches quoi. Et ce concept d'un peu rendez-vous en terre inconnue, d'une bourgeoise détestable, on peut la qualifier comme ça, chez les gentils prolos provinciaux, continuons dans la caricature. Pas que provinciaux. Pas que provinciaux, allez, je vous l'accorde. A été lourdement taxé d'indécent sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vu passer, vous avez su des plâtres au début, peut-être encore maintenant. Et à ceux qui le pensent, à ceux qui le disent, vous leur répondez quoi? Je peux commencer, mais déjà ceux qui le disent sans avoir vu le film, donc ça a beaucoup, mais ça c'est le propre des réseaux sociaux. Et donc, Yves Gibault, qui était un critique du Canard enchaîné, qui est un romancier populiste que j'aime beaucoup, qui est décédé malheureusement, disait « Je ne vais jamais voir les films que je dois critiquer, ça pourrait influencer mon jugement ».
Et puis c'est vrai que, en plus, la polémique naît sur ce personnage détestable, enfin arrogant, méprisant, enfin de plateau, et sur ses prises de position, alors que justement c'est exactement ce qu'on raconte dans le film. Donc c'était des critiques qui étaient on sait quand même, faut le dire, on sait pourquoi c'était, quelle destination c'était, et ça tient pas du tout puisque tout est dans le film. Mais bon, après c'est le jeu, hein, qu'est-ce que vous voulez. En même temps, ça a à peu près aucun impact, et puis ça concerne qu'un petit milieu hyper politisé qui. Moi, je veux dire des choses. Quand j'ai sorti Merci Patron. La gauche, très à gauche, très critique, et ainsi de suite, elle m'est tombée dessus au départ. Elle ne voulait pas du film quand je le montrais dans des petits milieux, et parce que c'était une farce. Déjà, je pense qu'il y a un problème entre la gauche et le rire. Bon. Tu penses qu'on se prend trop au sérieux ? Ouais, je pense que je pense qu'il y a un côté où accepter la comédie, si on est dans le rire, ça va pas. Moi, je disais toujours que comment il s'appelle le bouquin d'Umberto Eco là ? Le nom de la rose, tu vois, où on cherche le livre d'Aristote qu'il aurait écrit sur la comédie, on cherche à le cacher. Des fois, je me demande si c'est pas aujourd'hui la gauche qui cherche le livre sur la comédie pour le cacher, à part si c'est du vrai humour bien politique comme il faut, quoi. Donc, ça. Mais, par exemple, moi, j'avais beaucoup aimé Camping. Tu vois, parce que finalement... c'est un film, ouais, alors que là c'est ça qui est particulier. Alors là, je vous écoute avec vos réponses, j'ai regardé pas mal hier et avant-hier vos plateaux, etc., vos passages télé, vous faites la promo en ce moment, le film est sorti hier. J'ai vu aussi, je vous ai écouté, puisque j'étais aussi là lors de l'avant-première à Paris, et j'ai eu l'impression d'une évolution, en fait. Au début, vous justifiez un petit peu la présence de Salma en disant « vous inquiétez pas, elle n'est pas tout à fait là, c'est pas le centre, machin ». Et maintenant, c'est finalement un gimmick, c'est pour rire, et puis quelque part aussi une espèce de justification comme un mal nécessaire. On la prend pour parler des autres, des invisibles. Est-ce que pour moi, je fais du cinéma. Vous allez me dire que c'est un documentaire, mais moi je ne cherche pas à faire. Il y a des tas de documentaires télé qui existent, qui vont mettre de manière très installée, comme vous le faites là, on pose le pied de la caméra, on filme les gens, et puis une fois qu'il y aura eu un témoignage d'un salarié, derrière il y aura un sociologue qui viendra expliquer. Moi, c'est pas ça. Moi, je veux construire un récit. J'ai des lieux pour faire du discours politique. J'ai l'Assemblée, j'ai les médias, j'ai des tas de lieux pour faire ça. En revanche, j'ai un lieu où j'essaye de passer au maximum par l'émotion, par le rire, par les larmes et surtout par du récit. J'aime raconter des histoires. Là, on raconte une histoire. Quand dans Merci Patron, on raconte une histoire. Dans Debout les femmes, on raconte une histoire. Pourquoi ? Parce que si on n'emprunte pas une forme populaire, qui est la forme de l'histoire, et même là, moi, j'assume le côté détournement des formes télévisuelles, du reality show, du Vie ma vie, du Rendez-vous inconnu, voire de L'amour est dans le pré pour des séquences. Tu vois, j'assume de prendre des formes commerciales et de les détourner. Parce que je le vois, quand on fait ça et qu'il y a des spectateurs populaires dans la salle, ils accrochent, ils adhèrent. Tu sais, se poser la question de comment on fait militant sans être chiant, c'est quand même une vaste question. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai, mais il faut se la poser. Et là, alors du coup, j'entends. Moi, juste par rapport à ce que tu dis, en complément, tu dis on est plus à l'aise maintenant, on est plus à l'aise parce que le film est sorti, puis on voit que ça marche. Au début, c'était on avait un peu peur, non ? La critique était un peu forte. Vous aviez, des gens. Moi, si je vais pisser debout, on va me dire que je dois pisser assis. Si je vais pisser assis, on va me dire que je dois pisser debout. Donc, à un moment, je dois faire des choses, d'accord ? Et pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Alors, vous êtes réalisateur. Mais je vais au bout de ma réflexion. Bien sûr, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Mais j'entends que vos casquettes, c'est lui, il est plus clair dans son approche. Vous dites que vous faites du cinéma. Mais c'est qui que j'ai devant moi maintenant là ? C'est le François Ruffin militant, le François Ruffin réalisateur. Vous croyez qu'il n'est pas militant ? Il est peut-être plus militant que moi. Oui, mais quand même, vous êtes député. Et alors, moi, je vais te dire, comme député... Vous êtes acteur, du coup, dans le film, c'est pas vous ? Si, mais alors, quel problème ? Moi, je suis député reporter, et je me considère comme un représentant de la nation. Okay. D'accord ? Et je me dois de représenter les plus invisibles de la nation. C'est votre mission, celle que vous avez... J'ai ma mission depuis 25 ans. À Fakir, depuis le départ, oui, j'ai mis des intérimaires, j'ai mis des gens en hôpital psychiatrique, j'ai mis des prisonniers, j'ai mis des gens qui sont les invisibles de la nation dans mon journal. Je me suis appliqué ensuite à la radio, avec Là-bas si j'y suis sur France Inter, à donner la parole aux plus invisibles de la nation. Je le fais ensuite quand je fais mes discours à l'Assemblée sur les femmes de ménage, sur les auxiliaires de vie, c'est pour... par ma parole, donner voix aux plus invisibles de la nation, et dans les films aussi.
De temps en temps, on arrive même à en parler dans les médias. C'est un peu plutôt l'exception que la règle, mais on va dans les médias pour parler de ça. Donc moi, je me considère comme à une certaine continuité d'être un représentant de la nation. Et toi, Gilles, comment toi tu vois ce nouveau travail dans ta carrière qui est du coup au cinéma plus longue que celle de Ruffin? Comment tu perçois, comment tu intègres? On est passé de Monsieur Ruffin à Ruffin. Faut que j'essaie de... Après, ça sera golo. Allez, François et Gilles, mais n'empêche que il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce duo-là, c'est que, alors lui, il a un mandat, il est vu, perçu de manière différente que toi. Tu n'as pas de mandat, tu es un réalisateur depuis le départ, tu as des films qui ont lourdement marqué le public. Alors, je ne dis pas que les vôtres non, mais là, j'essaie de faire un parallèle. Et comment toi, tu perçois tes co-réalisations avec François, du coup, ces dernières années? Est-ce que c'est la suite logique de ta filmographie ou alors c'est une carrière parallèle? Comment ça marche? Non, c'est complémentaire, mais moi déjà, j'aurais pu m'enfermer un peu dans le film, faire une déclinaison de grands moments de l'histoire sociale, comme la sécurité sociale et tout ça, mais faire des films avec François, déjà, c'est aussi... une respiration dans la forme et puis co-réaliser, c'est plutôt sympa. Et puis en même temps, c'est un vrai bonheur de faire ces films ensemble. Et ça, moi aussi, on a beau se dire, vous savez, on a des gens qui sont à gauche, qui croient tout savoir, on connaît les milieux populaires, on sait, mais en fait, on ne sait pas, parce qu'avec François, on a c'est pour qui cette flèche-là? Non, mais pour moi le premier. Okay, non, mais puis d'autres qui écoutent, dans le sens où on va vraiment... dans l'ancrage profond, et même si on pense savoir, eh ben, tu prends quand même un coup de pied aux fesses quand on fait ce type de film. Puis moi, après, j'ai fait une fiction, j'ai fait un documentaire plus perso, plus avec La ferme des Bertrands, je fais le film avec François, on va refaire une autre fiction. Moi, j'adore changer comme ça, c'est très agréable. Après, il y a quand même un fil conducteur permanent, c'est aussi donner de la visibilité aux classes populaires, raconter l'histoire, et puis que l'histoire de ces gens raconte aussi l'histoire de la société. Donc ça, c'est toujours, le but, il est toujours... C'est pour ça que je suis assez... Vous retrouvez. Moi, je veux dire deux choses quand même. D'abord, c'est Gilles qui a voulu réaliser avec moi. Ouais, c'est vrai, première fois, ouais. C'est pas moi, c'est lui. Non, ça commence bien. C'est vrai, on se croise par hasard. Enfin, lui, il vient dire bonjour à Jean-Luc et puis à Juliette, à tous les insoumis avec qui il avait tourné son film sur Mélenchon. Je le croise, on se connaissait, il vient à la cantine avec moi, il dit, c'était plein de périodes des Gilets jaunes. Il dit, mais donc je pensais faire un tour de France, mais... Et il me dit, mais pour écrire un bouquin. Pour écrire un bouquin que j'écris, ce pays que tu ne connais pas. Et je me disais, mais et il me propose de faire... le ciné de Macron, je crois, à ce moment-là. Voilà, de suivre avec une caméra. Je lui dis, oh non, c'est bon, je vais pisser, j'ai déjà une caméra derrière moi. Bon, voilà, j'en ai marre. Bon, et puis finalement oui. En sortant de table, je le rappelle, je dis, bon, allez, on y va et on est parti. Moi, je savais, je le connais, donc je savais, en partant, je dis, bon, écoute, je te connais, tu vas me dire oui, non, tu vas te poser des questions. J'avais dû descendre un étage et qu'il m'appelait, il me dit, t'as raison, on y va et on fait ce film en 6 jours. Donc, alors, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour rebondir sur ce que dit Gilles, et pour moi aussi, finalement, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais tu vois, c'est par le cinéma que je reste le plus en contact avec le réel. Ouais. Parce qu'on est obligé de se confronter au réel pour le filmer? Exactement, parce que sinon, déjà je pense que c'est pas tous les journalistes qui vont mettre les pieds dans la gadoue, qui vont descendre, poser de la fibre optique, rester au contact avec les gens pendant une journée comme ça et donc recueillir autre chose que des témoignages sur un passage rapide. Mais comme député, j'ai un agenda qui se remplit automatiquement, qui se remplit de rendez-vous institutionnels, qui se remplit de rendez-vous avec des représentants, des porte-paroles, des syndicats, pourquoi pas, des gens. Mais non, ça va être rare, le contact direct avec des gens. Alors, ça va être sur les braderies le week-end, oui, je peux les croiser, mais tu vois, c'est du contact de 2 minutes. Ça va le beau temps, comment va la fille? Alors, il y a un souci, ouais, j'ai une galère, mon allocation adulte handicapé, on vient à ma permanence pour des soucis aussi de cette nature-là, mais être avec les gens, la même personne, pendant une demi-journée, une journée, sur son lieu de travail, je pense que c'est rare dans ma vie, et la vérité, je pense que c'est exceptionnel dans la vie des députés, et pour beaucoup dans la vie des journalistes de ce pays aussi. Donc assez bizarrement, c'est par le cinéma que en tout cas c'est un outil pour moi aussi de rester au contact d'une parole innervée, une parole qui est plantée dans les profondeurs de la société, quoi.
Ok, bien, je comprends. Justement, on va revenir au film, du coup, au boulot. Alors, moi, très honnêtement, à la sortie de l'avant-première, la première chose que je me suis dit, la première réflexion que j'ai notée et que je vais vous retranscrire maintenant, c'est très court, j'ai marqué « J'ai aimé, mais ça me semble trop polarisé pour ne pas être caricatural ». Alors, je vais au bout. J'ai eu la sensation… Tu m'as dit que tu avais pleuré. Attention, j'ai aimé, effectivement, j'ai été ému, plein de choses, mais je me dois de me faire l'avocat du diable parce que c'est intéressant. Il y a deux camps mis en scène, on peut résumer un peu ça comme ça. À gauche, les gentils précaires qui travaillent. Attention, gauche du tout, non mais le mot gauche pourrait dire en haut, en bas, d'un côté ou de l'autre. C'est plutôt en haut, en bas. Voilà, et bon, c'est intéressant cette remarque-là parce qu'elle va pouvoir nourrir une de mes questions. Alors, je vais dire du coup, d'un côté, hein, c'est peut-être un peu mieux, les gentils précaires qui travaillent dur, qui font pleurer dans les chaumières, et même Sarah Salman à un moment donné, et de l'autre, à droite, là pour le coup, vous n'allez pas me contredire, la méchante, la Cruella, le mot je crois qu'il est prononcé, qui dit des énormes horreurs et qui semble indécrottable, chacun dans son rôle, et pas même un seul ou une seule qui serait d'accord avec elle quand elle parle des assistés au RSA, etc. Alors qu'on sait que cette idée, imposée par la droite et les réacs, a vraiment infusé dans la société. Certains reprochent à ce film-là, ou pourraient reprocher d'être un tract politique plus qu'un film, un tract politique François Ruffin. Alors, vous répondez quoi à ça? D'abord, si les tracts politiques, ils font marrer, ils font pleurer, ils oui, ça peut. Oui, c'est quand même rare dans le cas des peut-être que vous arrivez, mais… Donc si jamais je réussis un tract politique qui émeut des salles entières à travers la France, laissez-moi faire des tracts politiques. Bon, et d'abord, je trouve que la réalité aujourd'hui est caricaturale. Quand tu as les dividendes de Michelin qui sont multipliés par 3, quand dans le même temps ils licencient 2000 bonhommes, je veux dire, tu as une réalité qui est constamment caricaturale. Donc avoir là, à l'écran, je te disais camping, tu sais, dans le camping, c'est le chirurgien dentiste qui arrive au flot bleu, et voilà, en effet. On est là, on a fait camping du coup là. Moi, ça ne me dérange pas, j'aurais fait camping, j'en serais content, tu vois, mais on a un personnage qui a quelque chose de folklorique, Sarah Salman, tu vois. Complètement, là, ça l'a ri à gorge déployée plusieurs fois, non mais c'est vrai. Voilà. Mais d'abord, je dis, moi, c'est pas moi qui ai choisi Sarah Salman, c'est Sarah Salman qui m'a choisi, en un sens. Parce que les amendements Vie ma vie, je les jetais au ministre de l'Éducation, je lui disais, venez en rep. Dans un collège. Elle s'en vante aujourd'hui un peu d'avoir fait ce truc-là. Mais là, je vous coupe, désolé, parce que vous dites, vous faites du cinéma, c'est du cinéma, c'est du cinéma, et en même temps, encore hier, à la télévision, vous dites, c'est un manifeste politique. Alors c'est quoi alors? Et alors, tu crois que du cinéma, c'est pas des manifestes politiques? À vous de me l'expliquer. Mais simplement, c'est pas dit, ça serait pas un film si à l'intérieur du film, je venais dire, alors voilà le point 1 pour lequel c'est un manifeste politique. Voilà le point 2, voilà le point 3. C'est pas dit. Je pense que c'est un peu ressenti. Mais oui, c'est un manifeste politique. D'abord sur le ton qui est adopté, le ton généreux et joyeux dont j'aimerais qu'il soit le ton dominant à gauche aujourd'hui. C'est un manifeste sur le choix d'avoir une France qui est rassemblée à l'intérieur du film dans sa diversité, de Élie Paysan du Morvan à Louisa avec sa tenue traditionnelle algérienne. C'est un manifeste politique sur la centralité du travail. Peut-être qu'on reviendra sur tout ça. Mais il y a des questions il y a des choix qui sont effectués dans le film qui font que, évidemment, ça a un contenu, ça a une destination, ça a une orientation politique qui dit des choses sur mon projet. Mais encore une fois, alors du coup, on va en parler encore une fois, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin sur ce côté-là avec François Ruffin. Ce serait lui, un réalisateur vraiment identifié comme réalisateur, peut-être qu'on aurait peut-être un peu moins de mal à comprendre ça. Je suis désolé, mais c'est son combat, il l'a dit au café là-haut, pourquoi Mais pourquoi moi, on me regarde pas comme un artiste? Vous avez une écharpe tricolore. J'aurais voulu être un artiste, et alors t'as un député, c'est la première fois dans l'histoire que t'as un député qui fait des films comme ça. C'est la première fois dans l'histoire? Je pense que dans l'histoire de la vie politique française, j'ai pas été recherché. Va chercher, mais à mon avis… Mais quand même, peu importe, là, vous êtes député, vous êtes en plus député, frondeur dans un parti politique qui domine la gauche, machin, il y a des trucs, vous êtes François Ruffin, vous n'êtes pas Gilles Perret, réalisateur au cinéma. Désolé. Je deviens député de Savoie, quoi. Combien de fois je pense que c'est pas le projet de son côté. Alors, on a quand même la sensation, du coup, en prenant ce personnage, François Ruffin, député, et qu'on le voit dans un film, et derrière la caméra, devant la caméra, même si toi, on te voit une fois dans le film, mais tu es toujours derrière, on pourrait avoir la sensation, dans le film, que vous cherchez à plusieurs reprises, et j'ai deux exemples, à ce que, quand même, d'où pour appuyer le côté tract politique du film, politicien peut-être, que vous cherchez à
que ça colle avec vos convictions. J'ai 2 moments où ça m'est venu. J'ai en mémoire la scène avec Nathalie, vous connaissez bien Nathalie plus que moi, cette travailleuse au SMIC qui décrit son bonheur, à un moment donné dans une scène, d'être heureuse, d'avoir le SMIC enfin, de ne plus avoir de problème d'argent, etc. Puis vous n'êtes pas à la caméra, mais on vous entend, un peu la charrier en lui disant mais tu vas placer ton argent, en gros, on a l'impression que vous voulez lui faire dire, mais non, tu galères, t'es pas heureuse avec ton SMIC. Je vais au bout. Et une scène aussi frappante. Attention, c'est intéressant. Attention, j'ai pas fini. Et une scène aussi frappante, une autre, dans votre cuisine, je crois. Je peux réagir sur la première déjà? Vous allez réagir juste après. Vous êtes habitué à ça. Dans votre cuisine, où il y a Sarah Salman qui vous confie ses désirs sincère, je pense. Sa wishlist. Sa wishlist, certes ultra matérialiste, où elle veut des boucles d'oreilles à 14 000 balles, enfin voilà, des machins. Et on vous voit là à l'écran, un peu en donneur de leçons, un peu méprisant sa réalité, qui, avouons-le, peut-être que vous allez l'avouer, n'est pas si différente de la réalité des prolos, et j'en viens, qui souvent, peut-être trop souvent, eux aussi rêvent d'acheter des trucs futiles, trop chers pour eux, une voiture, un smartphone à 1500 balles. Alors, je me dis là, est-ce que cette opposition binaire, qui peut paraître comme binaire dans le film, est-ce que c'est juste un gimmick cinématographique, ou alors, si ça l'est pas, si c'est un manifeste politique comme vous le dites en même temps, est-ce que ça peut ne pas être contre-productif pour comprendre le truc ? Putain, on est vraiment avec un mec de gauche. Hein. Tu sais, le mec de gauche. Je pose la question que d'autres se posent. Il rit, il pleure, il éprouve des émotions et tout ça. Et après, il faut quand même tout de suite qu'il remette son cerveau. Pour qu'il réfléchisse. Voilà. Bon, sur le premier truc, en tout cas. Là, vous êtes des mecs de gauche, j'ai l'impression. Oui, d'accord, mais voilà. bon. Mais sur Nathalie. Voilà, sur Nathalie. C'est simple. Moi, je cherche à rire avec elle. C'est pas drôle. Mais si, bien sûr que c'est drôle. Les gens se marrent, elle se marre, je me marre. Oui, c'est vrai que ça peut être drôle. Elle explique qu'avec son SMIC, je veux dire, on sait que vivre avec 1300 balles, enfin 1400 maintenant, c'est quand même pas la panacée. Mais si elle vous dit que ça va. Bah, tant mieux. Bah, je suis content pour elle. Mais vous lui dites pas ça. Mais vous lui dites, mais non, tu blagues. Non, mais je pense que tout le monde comprend que je suis content pour elle, mais je me demande, évidemment, on a des tas de gens qui, avec 1400 balles, disent pas, je me paye un resto, je me fais une fringue de temps en temps, je vais voir. C'est vrai qu'à un moment donné, je place de l'argent. Et donc, je lui dis, mais attends, mais là où t'en es, tu vas placer en bourse. Ça a fait rigoler, c'est tout. Enfin, je vois même pas. Enfin, voilà, moi, il y a une réflexion que j'ai entendue autour de moi sur ce truc-là et je vous le rapporte. Et sur le deuxième point, sur Sarah Salman. Tu sais, rire avec les gens. Mais bien sûr. Mais voilà, c'est pas même ça. Quand je suis allé, quand je faisais de la basse, je suis pour Daniel Hermé, je pense que j'y apportais le rire, tu vois. Mais même François Ruffin, le clown, 5e casquette. Mais en tout cas, je sais que quand j'étais jeune, mon objectif, j'aime rien de plus que faire rire les gens. Et je pense que on m'a reproché, non merci patron, tu vas voir des gens qui viennent te faire licencier et tu ris avec eux. Ou tu vois Bon, non, je pense que c'est bien de rire ensemble. Bon, bref. Sur la mais on le pense tous, je pense, bien sûr. Mais c'est pas forcément perçu toujours comme ça. Et sur le deuxième point, est-ce qu'il y a de la drôlerie là? Non. Le côté donneur de leçons, un peu méprisant la réalité de quelqu'un? Franchement, quand on fait la liste, qu'on te dit que tes rêves dans la vie, c'est des sacs Hermès, des bijoux tous azimuts, des robes... c'est sa réalité, elle a de l'argent. Il y en a pour 300 000 € quand même dans la wishlist. Moi, c'est pas 300 000, c'est des millions d'euros. Mais non, moi, j'ai envie que notre société, elle soit mue par... Je suis un humain devant la caméra. Et tac, là, vous êtes le mec de gauche chiant, du coup, à ce moment-là. Peut-être. Mais je sors le dessin de Wolinski, qui disait, où on voit une grande bourgeoise qui dit, pour moi, le luxe, c'est les parfums, les toilettes et tout ça. Et à côté, une prolo qui dit, pour le luxe, c'est de manger de la viande, de boire du lait. Et justement, cette binarité-là, est-ce qu'elle n'est pas un peu contre-productive? Toute ma famille est prolo, moi, je le suis, même si, voilà, il y a... Mais alors, où est-ce qu'elles sont tes chaînes en or? Où est-ce qu'ils sont tes bracelets? Mais j'ai un iPhone très cher, j'ai une vie... Mais non, mais la rivalité est ostentatoire, comme pour théoriser, puisque, voilà, de Veblen... Effectivement, je rêve pas de ça. Il est évident qu'elle traverse toute la société et que chacun a envie de s'élever au niveau dessus, comme on dit aux États-Unis, keep up with the Jones, se maintenir à la hauteur des Jones. Maintenant, oui, j'ai pour espoir que on ne soit pas en permanence tiré vers le haut pour une consommation qui en plus n'est plus aujourd'hui synonyme de bonheur. Ça dépend pour qui. Mais ça a été théorisé. Voilà. Oui, mais là on retombe dans le côté gaucho, intello, que vous... Mais c'est pas dans le film, tu vois. C'est pas vrai. Mais, effectivement. Oui, en effet. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je laisse Sarah dérouler son point de vue sur le monde et
qu'on se croise les bras et qu'on n'y réponde pas. Non, mais ça aurait été intéressant de vous voir à ce moment-là, quand j'ai vu cette scène, je me dis pourquoi il lui dit pas ça là? Il lui dit pas oui, d'accord, je comprends ta réalité, depuis ton point de vue, c'est ça, attends, là, mais quand même. Là, il y a une question de fond, mais il y a aussi une question de forme. Il faut se dire aussi que quand on tourne, on ne refait jamais rien. C'est-à-dire que ce film-là, on n'a pas rencontré les gens avant, et on tourne, et donc on ne refait pas les choses. Donc peut-être qu'on a raté un truc avec elle. Maintenant, là, tu vois, cette scène, moi je la considère comme ratée, mais pas pour les raisons que tu dis. Ok, pour quelle raison? Parce que ce que je dois lui dire, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui dit les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Et toc, le mec de gauche de nouveau. Mais c'est vrai. Mais du coup, c'est un film. C'est un film de cinéma. Est-ce que c'est un film où il y a un mec de gauche? Ça te gêne? Non. Tu voudrais que l'ultra-réac de droite? Et encore, je pense que j'ai tout fait pour me contenir au maximum. Dans le film, pour plusieurs raisons, vis-à-vis d'elle, tu vois, parce que, évidemment... Déjà, c'est une femme, je crois que je vous l'entendais dire, ça aurait été un homme, vous aurez été Je pourrais être plus éruptif que ça. Il y a une première chose, c'est que je pense que je suis un point de passage, moi, dans le film, je dois l'être, qui l'amène à aller rencontrer les gens, et c'est les gens qui lui répondent. Parce que voilà, c'est quand même l'objet du film, c'est de se dire que les salariés qu'on montre, ce sont des gens qui sont parlés par les politiques, qui sont parlés par les médias plus qu'ils ne parlent. Là, on leur donne la parole. Ils ont quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment de revanche sociale parce qu'elle descend de son piédestal, elle se met d'égal à égal. Et il y a un droit de réponse qui formule à l'endroit de ce qu'elle raconte depuis la hauteur de ses plateaux télé. Donc voilà, moi je me considère dans le film plus comme étant un point de passage. Maintenant, il y a des moments où c'est pas possible. Quand elle sort son smartphone pour photographier le PMU, je suis pas bien. Mais donc, face à sa wishlist, oui, quand on me déroule tout ça, je peux pas rester les bras croisés. Et du coup, là, le mot a été lâché, enfin la formule revanche sociale. Là, c'est peut-être une plus question pour toi, mais bon, vu que vous êtes réalisateur du film, c'est pour vous. Mais quand même, on entend un peu moins Gilles sur la fin. Alors, pour justifier en partie, tout du moins, le fait que ces protagonistes, je ne sais pas comment les qualifier, les travailleurs et travailleuses du film, dans le film, aient accepté de jouer le jeu, ce fut cette espèce de vas-y, tu vas pouvoir prendre ta revanche, la faire trimer à laver les chiottes, ce genre de truc. Est-ce que c'est ça Mais les gens, ils acceptent parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à eux. Qui les montre comme nous dans les films aujourd'hui? Qui les montre à la télé aujourd'hui? Qui laisse 10 minutes à une Nathalie en réinsertion? Personne. Et donc du coup, et là on arrive, nous, avec notre procédé cinématographique qui est léger, qui est sympa, qui est plutôt bienveillant. Et donc du coup... bien sûr. Et en fait, quoi c'est une revanche? Si la parole est si libre, et si effectivement, c'est des gens qui nous disent c'est surprenant d'entendre ces gens se livrer de cette façon, c'est parce qu'on est plutôt bienveillant et qu'on aime ces gens. Et que je crois aussi que le procédé d'utiliser Sarah Salman, parfois, de faire de la confrontation comme ça, il y a eu ce côté revanche sociale et de libérer la parole avec des gens qui avaient vraiment envie d'en découdre avec elle pour casser ses préjugés sur les assistés, etc. Donc je crois que ça a servi aussi de catalyseur et peut-être que si on avait été que les deux, les gens ne se seraient pas lâchés autant sur leur vie et sur leur parcours de vie pour justifier le fait que ces a priori, les a priori de Sarah Salman qui malheureusement ont gangréné toutes les couches sociales et les classes populaires aussi sur l'assistanat, et c'est un vecteur de vote RN énorme, eh bien ils sont là pour déminer ça, et nous on se sert de Sarah Salman pour déminer ces a priori aussi, quoi. Ça, c'était clair dès le départ. C'est pas quelque chose que vous avez, comme c'était un film quand même improvisé, c'est pas quelque chose que vous avez trouvé durant le film, c'est quelque chose, depuis le début, c'était clair. C'était, on va se servir d'elle. Nous, on a le film, il a commencé quand le tournage? Avant. On a commencé... Début septembre. Septembre de l'année dernière. Mais nous, ce qu'on veut faire, on l'a avant, puisque en fait, on se voit dans le cœur du mouvement des retraites en disant comment on rend compte de ce temps de notre histoire. C'est-à-dire, quand tu vas aller dans les manifs, quand tu allais sur les points d'occupation dans la zone industrielle d'Amiens, les gens disaient combien ils aimaient leur métier, mais pas comment on leur faisait faire leur métier. Ils parlaient des cadences, ils parlaient des inaptitudes, ils parlaient à la fois de la fierté du travail et de la difficulté du travail. On veut faire un film là-dessus. Et on se dit, un film de Ruffin et Perret sur les ouvriers et les employés... Ça marcherait pas sans gimmick un peu comique, sans faire les tuches inversées, c'est un peu ça le film. Non, mais tu peux prendre... Ce serait pas triste un peu? Tu peux le prendre avec tout... je te le dis, un mépris pour un cinéma populaire que pour partie, moi j'apprécie. Bien sûr, je me fais l'avocat du diable encore une fois, mais j'entends quand même. Oui, moi il nous faut un récit. Il nous faut un biais de récit. Il n'est pas possible? Non. Trouve-moi un autre biais de récit. Trouve-moi juste
comment on raconte une histoire. Bah, les films de Ken Loach, tout ça, il n'y a pas de... Oui, mais d'accord, mais tu vois bien qu'il y a des biais de récit. Il raconte une histoire. Dans La part des anges, on va aller voler dans une distillerie. Bon, bah voilà, trouve-moi un biais de récit pour dire, bon, quel est mon biais de récit? Comment je vais raconter mon histoire? Que ça soit une histoire, bon sang. Pas que ça soit... Mais qui mêle à la réalité, cette femme, elle est vraiment comme ça, mais ou oui, pas? mais d'accord, Enfin, mais que ça soit une vous, histoire... vous êtes vraiment député... Que ça soit une histoire dans un documentaire, mais qu'on ait un récit, qu'on ait une histoire. Si t'as pas de récit, si t'as pas d'histoire, moi, ça m'intéresse pas de faire un film. Donc, faut trouver... Non, parce qu'il y avait le côté... Sinon, on allait tomber dans un côté catalogue qu'on aurait pu faire, mais il n'y a pas le même ressort émotionnel, et donc, du coup, on n'avait pas le bon moyen pour raconter cette histoire-là, pour nous embarquer dans cette histoire un peu folle et à la fois émouvante. Mais dire la joie, quoi. Enfin, bon... Ouais, c'est vrai que moquer, en plus, les bourgeois, ça fait longtemps, en fait, en vrai. Le côté, peut-être... j'ai oublié son nom, mais... Et c'est heureusement qu'il y a du montage. Hein. Merde, un comique toi, très connu. montage, mais nous pas. Je peux dire ce que j'aime. Bien sûr. Tu gagnes au tournage, tu gagnes au montage. Je connais. Vous aussi, de votre côté, dans votre film, je pense, mais vous connaissez le truc. Non, Louis de Funès, finalement. Le côté Louis de Funès, où cette époque-là, alors vous n'allez peut-être pas comprendre, ou je sais pas, je vais être clair, où il y avait dans ces films-là, complètement cinématographiques, complètement fictionnels, le fait de mettre en scène un bourgeois qu'on va aller dézinguer et ça fait longtemps qu'on l'a pensé. Même Camping, hein, je te disais Camping. Ouais, mais Camping, peut-être, c'est quand même plus gentil que cette époque-là. Là, il y a vraiment le bourgeois, et là, c'est un peu ça. Vous êtes pas tendre avec elle, elle en ressort pas grandie. Enfin, je sais pas, chacun a son regard sur si elle en sort grandie mais, ou pas mais grandie. plus Moi, sérieusement... je veux te dire, la joie, je suis désolé d'insister là-dessus, mais la joie que nous, on a eu à faire le film, on s'est marré chaque fois qu'on l'a fait. Sans doute. La joie que les gens, ils ont eu à ce qu'on soit à leur côté pendant ce temps-là et qu'elle, elle galère avec son seau d'alimentation pour vaches et ainsi de suite, quoi. Bon, et puis la joie des spectateurs. Bon, à un moment, mesure le temps de dépression dans lequel nous sommes. La morosité ambiante. J'entends l'argument. Ouais, bah oui, Mais... Non, mais après, il y a aussi un autre argument, excuse-moi de te couper, Jémile, mais il y a aussi la fierté des gens qu'on a filmés. Parce qu'on le fait aussi pour eux. Bah, bien sûr, je veux dire, quand ces gens-là, ils se sentent méprisés, isolés par l'arrogance de ces chroniqueurs de télé, et que tout d'un coup, ils sont mis sur grand écran, ils sont beaux, ils viennent avec nous dans les projections, c'est eux qui sont sur la tribune, et que tu vois que les corps se relèvent et qu'ils retrouvent la dignité, bon de sang, mais alors, je veux dire, c'est quand même ça le bonheur. C'est là que le pari du film, finalement, il est là. Mais j'allais dire, du coup, plus sérieusement, pour questionner et clore cette première partie-là sur l'intérêt, parce qu'à la fois, il y a un objet cinématographique qui, vous dites, est un manifeste politique aussi. Tac, il est filmé dans... il y a une part de fiction, je ne sais pas à quel point c'est un personnage, cette femme-là, à quel point vous en êtes un aussi, quand vous faites le relou de gauche qui lui fait la morale. et une partie... Je viens de jouer un personnage pour être relou, okay, ça. Tout mon entourage le sait. Ça, c'est très vrai, du coup. Ben voilà, au-delà du spectacle assuré que vous décrivez, vous dites c'est du spectacle, on fait rire les gens, on les fait pleurer, etc. Faire se confronter, c'est une question peut-être encore une fois de gauche un peu relou, mais pourquoi pas, on est un peu là pour ça aussi. Faire se confronter deux mondes opposés, à l'instar par exemple d'un débat pendant les élections, on va mettre Mélenchon, on va mettre Le Pen. On sait bien que dans ce cas de figure-là, les gens... c'est pas deux mondes sociaux opposés, là. C'est deux visions de l'existence différentes. C'est opposé, on sait bien que ça ne s'écoute pas, que les deux camps ne vont pas se comprendre, j'ai l'impression que c'est un peu ça, ce biais-là. Ben là, il s'écoute dans c'est qui la cible du film? Ben alors, la cible, allez. Moi, la première cible que j'ai quand je fais un film, c'est moi-même. D'accord? C'est-à dire, bah oui. C'est égocentré alors. Je fais un film, avec une part de ça. Je veux me créer une bulle de chaud et de beau, de fraternité, d'humanité, où je veux être bien à l'intérieur. Bon, ça c'est la première chose. C'est pas toujours le cas dans le monde politique. Ouais, donc la deuxième chose, c'est les gens qu'on filme. Et donc des gens du peuple, que de la même manière qu'à partir du 19e siècle, on a eu dans la peinture, parce que jusque-là, c'était des rois, des reines, l'aristocratie, des figures bibliques, le Christ, la Vierge Marie. Bon, bah là, on fait au 19e siècle, on introduit la laitière, les raboteurs comme figures populaires dans les tableaux. Nous, on veut les mettre en grand sur grand écran et qu'ils se voient et qu'ils en soient fiers.
Bon, et alors avec un objectif qui est de le rendre aux classes populaires. Maintenant, on sait toute la distance qu'il y a entre le cinéma documentaire et les classes populaires. Donc ça veut dire que nous, on fait notre mieux pour sortir les films des salles, pour les amener sur les ronds-points des Gilets jaunes, pour qu'ils soient utiles en centres sociaux. Enfin, pour alimenter les caisses de grève. Voilà. On fait notre mieux. Donc, voilà. Donc, et puis moi, je le dis, je le fais pour la gauche. Pour les gens sans doute peut-être un peu plus éduqués qui vont dans les salles de cinéma d'art et d'essai, mais comme manifeste politique. C'est donc un objet hybride, a du mal à saisir, mais c'est j'espère qu'on a plein de mal à le saisir, j'espère que c'est plein d'ambiguïté, j'espère oui. Mais oui, mais donc ça veut dire que c'est pas si caricatural que ça veut dire que c'est du cinéma. Ah mais ça dépend de quel point de vue on se place, ça dépend de son analyse. Donc voilà, si c'est un film c'est hybride. Si c'est un film, bah oui, c'est pas un truc monolithique. Le tract, il est monolithique. Mais un film, ça peut pas être monolithique. La vie, elle est hybride. Oui, mais là, si on est le focal, si on le met à ce point-là... puis même, je veux dire, dans nos films, on fait la chasse à tout ce qui pourrait apparaître comme du discours politique, du discours syndical, et on s'intéresse aux gens, à la parole des êtres humains, et qu'à travers eux, le spectateur se fasse son propre jugement. Alors forcément, le jugement, il est hybride aussi, quoi. Mais même, tu vois, que sur la scène de la wishlist, qui est quand même pas, parce que là, les gens, ils vont l'impression que le film, il se déroule dans ma cuisine. On y est souvent, j'ai l'impression, dans votre voiture, votre cuisine. Deux fois, bah, c'est beaucoup. Non, c'est pas bon, c'est 2 fois. 2 fois, 6 minutes sur 1h24, c'est pas... Ok, mais à la limite, qu'à la sortie de cette scène, les gens, ils pensent que c'est Sarah Salman qui est vainqueur et que je suis perdant, bah tant mieux. Enfin, si c'est c'est pas général, mais si dans une salle de cinéma, tu as un tiers de la salle qui dit que c'est elle qui, sur cette scène-là, a vu juste et qu'en effet, je suis méprisant, bah ok, tu vois, et ben ça participe de l'ambiguïté du film. Ok. Je vais pas avoir un tournage où je gagne tout mais le ça temps. dit quelque chose de vous, du coup, aussi. Peut-être un peu, vous n'avez pas joué de rôle. De toute façon, je pense qu'il y a plein de choses qui disent que ça dit des choses de moi, oui, sans doute. Malgré moi, sans doute. Et du coup, sur l'affiche du film, c'est mieux... Enfin, peut-on réinsérer les riches en forme de question, finalement, la ponctuation est toujours présente dans vos titres. Mais, du coup, question politique, on sait à quel point les riches, leur mode de vie est... au contraire au but écologique, social, enfin c'est à réinsérer. Et tout à l'heure, tu me disais que je ne devais pas critiquer sa wishlist. Alors oui, mais mais non, mais je veux dire, il y a effectivement vouloir s'acheter un yacht, c'est pas la même chose que de vouloir s'acheter un nouvel iPhone. Quoique, je faisais le parallèle entre les deux, c'est-à-dire que les plus pauvres vont avoir envie à leur niveau de la même vie que Sarah Salman en vérité. Hein. On le voit sur les TikTok, les machins, c'est même dramatique en soi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que plutôt attention. Mon père a vu le film et il y a eu une réflexion que j'ai trouvée intéressante. Il a dit, enfin, dans quelle société où on vit où hier ceux qui étaient les modèles, c'était les hussards noirs de la République et les instituteurs. Et aujourd'hui, le modèle, c'est Sarah Salman et des influenceurs qui... Enfin, voilà, c'est sûr que... Bah oui, il y a quelque chose qui a bougé, il y a peut-être quelque chose qui est impalpable. Je suis sans doute anachronique. Peut-être. En tout cas, réinsérer les riches, se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire en sorte, faire un film, pas un tract politique, mais un manifeste politique, plutôt pour ne pas en produire de riches. Ah non, mais moi je ne suis que journaliste, et quoique dans mon travail, je participe à ça, je questionne, on le fait. Mais vous, de votre côté, est-ce que après avoir fait ce film, est-ce que finalement, réinsérer les riches... Est-ce que tu perçois une note d'humour dans Mais oui. Ah bon. Mais oui, mais sinon on va pas être d'accord. En tout cas, peut-on réinsérer les riches pour être sérieux? Oui ou non alors? Non, on va dire que c'est un échec. Non, mais il y a un outil qui est formidable pour réinsérer les riches, ça s'appelle l'impôt. Donc voilà, parce nous, on est bien conscient qu'on ne va pas aller les chercher un par un pour les réinsérer. Et au contraire, ça pourrait faire le contraire. Tu amènes un riche là, il va être encore plus convaincu de rester riche et puis de voler aux pauvres parce qu'il n'a pas envie de partager et puis se dire je sais pas si ça peut faire l'effet inverse, non? C'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur la bonne conscience des individus pour changer le monde. Et l'impôt, c'est de la politique. Tu remontes les planchers et tu baisses les plafonds. Voilà. Ça. Alors ce qu'il faut surtout dire du film, c'est que, mais tu l'as un petit peu dit juste avant, c'est que comme tous vos films, alors ensemble ou chacun de votre côté, on y voit ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne regarde, ou ceux et celles qu'on ne regarde pas malheureusement. Enfin ceux qui ne sont
sont rien, donc Macron, c'était mais qui Macron, font tout. mais qui sont quelques temps plus tard les essentiels selon Macron toujours quand c'est la crise. Et qui redeviennent ceux qui ne sont rien. Exact. Oui, juste une fois que la crise est passée, même si c'est pas la crise, c'est un système et tout ça, c'est un truc un peu chiant de gauche qu'on dit, mais pourquoi pas. Bref, les millions de Françaises et Français qui, parfois pas français, mais qui font la France. Il y en a qui sont afghans, je sais même pas s'ils sont français au moment, peut-être pas, voilà, mais qui font la France de tous les jours. Et c'est la force de ce film-là aussi. Alors Gilles, toi, tout du long, tu es derrière la caméra. Il y a même des scènes où ben, il n'est pas là. Je pourrais plus citer lesquelles, mais vous n'êtes pas toujours là, mais lui, il est toujours. Et tu aimes bien rappeler que tes films, toujours encore celui-ci, n'est pas écrit, on l'a dit, hein, c'est de l'impro, on a un pitch, on le développe, machin, tout ça. Même si on a un doute des fois, comme la première scène où elle débarque avec ses talons pour livrer des colis, on se dit mais c'est tellement gros que c'est forcément, il y a un guide. Eh ben non. C'est pas écrit ça non plus, on est d'accord. D'accord, donc elle est vraiment comme ça. Alors, comment ça s'est passé concrètement avec les gens, avec leur réalité, leur intimité? Est-ce que vous avez facilement trouvé des gens où vous avez fait un casting, où les gens ont dit non, vous avez des refus? Non, les seuls refus qu'on a eus, ce n'est pas de la part des gens qui étaient contents déjà de découvrir cette espèce de spécimen, et puis aussi de pouvoir se confier, d'avoir des gens qui tendaient une oreille et qui les écoutaient. Donc ça, il n'y a pas de problème avec les jeunes. Ça, c'est notre boulot et c'est quand même le fond du film. Donc voilà. Après, les refus qu'on a eus, c'est de filmer les endroits où on ne peut plus filmer le travail. Les entreprises. Bah oui, les entreprises. Si tu rentres dans une entreprise aujourd'hui par le biais normal, tu vas avoir 3 communicants dans le dos et les salariés vont être tétanisés, ça va être nul. Donc c'est très très difficile, les portes nous sont fermées. Et notamment aussi le service public. Et l'échec qu'on a, on aurait vraiment aimé la mettre dans un service d'urgence à l'hôpital, par exemple. Ça aurait été l'occasion déjà de toucher à la chair et puis aussi de parler des questions des impôts, des choses comme ça. Tu vois, ce qui est le service public, bon, même si ça sera toujours en creux par des témoignages et que ça ne sera pas une démonstration politique ni économique. Et en fait, ça a été impossible. Alors que le personnel était d'accord, les directions parfois sont d'accord, mais c'est l'ARS qui met son veto là-dessus, quoi. Donc voilà, les seuls refus qu'on a eus, c'est pas les gens. Les gens, on les aime bien, ils sentent bien notre affection, donc il n'y a pas de souci. On a l'auxiliaire de vie, Louisa, qui accepte d'être suivie malgré l'interdiction de son employeur. Parce qu'elle a envie de partager ce qu'elle fait dans son métier, qu'elle considère comme étant d'utilité publique, et elle veut le partager. Donc donc elle désobéit. Oui, elle désobéit. Elle risque quelque chose? Non, là maintenant elle est couverte. Enfin, je veux dire, quand tu as, comme tu l'as assez souligné, un député reporter qui l'accompagne. Ah, ça veut rien dire des fois. Ça peut aider quand même. Ça peut aider. Mais donc voilà, je pense que les gens ont envie de montrer leur travail, ils ont envie de montrer ce qu'ils font. Ils sont fiers de leur travail. Et pourtant, il n'y a pas d'image là-dessus. La démocratie, faire exister la démocratie dans les entreprises est un enjeu. Ok. Alors, on a beaucoup parlé de Sarah Salman. N'est-ce pas? Ben oui, en même temps, elle est sur l'affiche, elle est partout. Le personnage cheval de Troie, si je comprends bien, votre stratégie un peu dans l'histoire, on l'aura compris du coup. Mais à un moment donné, dans le film, plutôt vers la fin, le film bascule et elle disparaît quasiment. Alors on va reparler de Sarah Salman. Du coup, je veux dire quand même quelque chose sur des personnages du film, moi. Ouais, bah justement, on va en parler là aussi, parce que j'allais les nommer, les Nathalie, les Jérôme, les Jonathan, les Nicolas. Mais elle laisse sa place. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous êtes fâchés? Est-ce que je rappelle que le film a été tourné du coup en septembre 2023. Il se passe ce qui se passe un mois plus tard. Dites-moi, parce que c'est ça aussi, ça. Quand votre film sort. Déjà dire qu'elle disparaît progressivement du film. C'est pas un mais là, truc. C'est le montage qui veut ça. Ouais, c'est le montage, mais aussi on savait pour qui on faisait le film, qui est-ce qu'on allait montrer dans le film. Donc petit à petit, au début, elle est très présente. Petit à petit, elle disparaît. On la voit comme une ombre qui passe derrière dans les dernières scènes. On l'oublie. Puis de toute façon, les spectateurs, ils sont embarqués par les témoignages des gens et puis ils l'oublient aussi. Et après, elle disparaît pour une raison simple, c'est que on débute le film avec une chroniqueuse méprisante sur des questions sociales et elle est sur RMC. Le temps passe parce qu'on a tourné sur 3-4 périodes de 3-4 jours. Ouais. Et elle, on ne sait pas si elle s'est fait virer ou si elle choisit de partir, mais on la retrouve sur CNews. Donc ça change un petit peu quand tu vas sur CNews, le ton. Et puis après arrive le 7 octobre. Voilà. Et arrive, nous, on avait déjà bien avancé le tournage et tout comme ça. Et là, on la découvre complètement soutien conditionnel. Un soutien conditionnel, avec aucune empathie pour les enfants palestiniens, donc des horreurs. Et donc, nous, il y a un moment donné où on revendique le fait de faire un film sur le terrain avec les gens, un film humaniste, et on ne peut pas faire un film humaniste ici, puis elle, pendant ce temps-là, déblatérer ses saletés, ou en tout cas d'avoir aucune empathie et là, vous la virez pour le truc. On la licencie.
Voilà, il n'y avait pas de contrat de Là, travail. du coup, C'était assez sixième facile. casquette, Ruffin le patron qui licencie les gens. Du coup là, patron de gauche. Un patron de gauche, ouais, voilà. Mais qui licencie du coup. Et ça se passe bien, ça se passe comment? Bah, elle n'est pas heureuse sur le coup parce que je pense qu'elle avait de la joie à aller dans les tournages, à aller rencontrer les gens et ainsi de suite. Mais bon, voilà, ça, de l'eau a coulé sous les ponts, les choses se sont tranquillisées. Oui, bien sûr, voilà, bien il n'y aura sûr. pas de procès. Oui, parce qu'il y a eu menace de procès, je crois, à un moment donné, je crois que vous le dites dans le Quand film. on a une avocate, quand on est fâché avec un avocat, on se méfie toujours. C'est possible, ouais, c'est un peu son fonds de commerce, effectivement. Mais là, du coup, ce qu'elle a déclaré, qu'elle continue à déclarer sur ce truc-là. Là, un an plus tard, votre film sort, le 7 octobre est dans tout. Enfin, ça fait plus d'un an, c'est terrible. On en est à des 100 000 morts, enfin 40 000, 45 000, mais on va parfois jusqu'à. Ça dépend des chiffres, comment on les calcule. Les statistiques, c'est terrible, c'est un génocide. De la même manière qu'on s'applique à donner des voix, des vies, des visages aux gens dans notre film, voilà. Tu vois, il faudrait qu'on puisse parler des Palestiniens sans qu'ils soient résumés à un chiffre et à des statistiques, mais qu'on mette derrière des voix, des vies, des visages aussi, d'enfants, de reporters, des existences particulières. Ouais. Mais là, du coup, on a ce visage d'elle dessus à ce moment-là, et là, il y a plein de gens qui disent ah là, le film, on va pas le voir parce comment ils ont fait, comment Ruffin a pu faire, de mettre cette meuf-là qui dit Israël. Mais du coup, chronologiquement, elle arrivait avant. Enfin, du coup, est-ce que vous comprenez quand même l'émoi que ça peut générer Oui, moi, je pense qu'après, il y a une instrumentalisation politique aussi, hein, je te le dis franchement. Hein. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose qui est... il y a les réseaux sociaux qui respirent une forme de folie. Et que... Qui disent quelque chose de notre humanité aussi, mais effectivement, c'est autre chose. D'ailleurs, quand tu sors dans la vie réelle, bon, bah, avec les gens, la discussion ne se passe pas du tout de cette manière-là. Mais de la même manière que, tu vois, on aurait pu se dire que Sarah allait être accueillie par les salariés, qu'ils allaient lui rentrer dedans, lui gueuler dessus. On n'est pas sur Twitter. On est souvent les gens sont quand même plus sympas. Les gens, ils disent leurs désaccords, mais sans s'injurier, sans s'insulter. Moi, je vais te dire un truc, peut-être tu gardes pas, un truc plus perso. Sur cette question-là, tu vois, de se faire attaquer parce qu'elle défend Israël et tout ça, et sur la question de Gaza, moi, je veux dire, à titre personnel, j'ai très mal vécu. Parce que je veux dire, la question palestinienne, chaque année, on organise notre rassemblement ouvrière. Systématiquement, on a des débats sur la Palestine. On fait des films sur les Palestiniens. On a accueilli des prisonniers palestiniens. J'ai même eu des membres de la famille Barghouti qui étaient à la maison. Je le sais. Ouais, tu sais. Bon, bah, tu vois, alors se faire attaquer là-dessus. Mais les gens ne savent pas. Mais avant de se cacher derrière des pseudos et puis mettre des trucs sur Twitter, je veux dire, on se renseigne un peu sur qui sont les gens et ce qu'ils ont fait. Tu vois. Donc, à titre personnel, ça, moi, j'ai plutôt mal vécu. Et je trouve ça, il y a un petit côté dégueulasse, mais je veux dire, je t'apprends rien sur le fonctionnement de Twitter et des réseaux sociaux. Je le sais bien, je le sais bien. Alors, François, vous vous déclariez hier matin sur le plateau des Grandes Gueules, vous y étiez, hein, sur RMC. Je vous cite, on n'est plus dans un pays où c'est par le travail que l'on gagne sa vie. Christine Lagarde, la directrice, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas exactement une gauchiste, quoi, dit que voilà, depuis 40 ans, le capital l'emporte sur le travail. Il y a, dans les années 70, les 2/3 des patrimoines étaient obtenus par le travail. Aujourd'hui, on est passé à 1/4 et les 3/4, c'est par l'héritage. Donc voilà, on est dans un pays où on peut survivre par le travail, mais on a du mal à en vivre et encore davantage à s'acheter une maison. Enfin voilà, donc on a une grande difficulté. C'est le cœur de mon sujet. Et je pense que la société, c'est du travail qui est mis en commun. Du travail bénévole ou du travail salarié. Mais là, on n'a pas de reportage si vous ne faites pas ça, mais si jamais ils n'ont pas ouvert l'entrée, si jamais il n'y a pas d'électricité, donc des gens qui bossent derrière. Donc ma conviction, c'est que la société, elle repose sur du travail qui est mis en commun. Et évidemment, comme depuis 40 ans, on ne considère plus le travail comme un atout, mais comme un coût à diminuer, comme un coût à écraser, en fait, on écrase les travailleurs au passage. Et en fait, c'est la société qu'on délite en méprisant le travail de cette manière-là. Là, c'est mon discours hors film. Hein, mais j'entends. Mais on essaye de rendre ça quand même. Dans le film, on le voit. C'est le fil rouge, finalement. Le travail, le rapport, non pas tant à l'argent, mais au salaire, le sien, le salaire des gens. Ou en tout cas, le besoin que les gens ont de stabilité. Et c'est vrai que voilà, la société qu'on leur propose aujourd'hui, c'est l'instabilité permanente. Et c'est exactement le projet contraire que pouvait avoir Ambroise Croizat à sortir de la guerre, excusez-moi de revenir sur mes fondamentaux, mais en tout cas qui voulait installer les gens dans la tranquillité sociale, en créant la sécurité sociale, en créant le statut de la fonction publique, enfin tout ce qui va de suite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la mobilité, de la flexibilité, et tout ça, ça réduit l'espace de temps pendant lequel les gens peuvent être un peu en tranquillité sociale. Et, Gilles,
fait allusion à un passage du film où on voit un jeune gars à Grigny en banlieue parisienne qui est en formation, Mohamed qui est en formation pour installer de la fibre optique et qui explique que même quand il aura eu son certificat, de toute façon il faudra qu'il continue à faire plusieurs boulots en même temps, qu'il voudrait bien un CDI mais qu'on ne lui donne pas de CDI et qui dit « moi je voudrais de la stabilité mais on ne me donne pas la stabilité ». Il dit même « on m'a arrêté, j'ai pas voulu arrêter l'école, ouais, ça, on m'a arrêté ». Parcoursup, ouais. Voilà, c'est Parcoursup, c'est terrible sur en fait. Cette phrase « moi je voudrais la stabilité mais on ne me donne pas la stabilité », je pense qu'il faut l'encadrer. Et il faut la mettre en super grand parce qu'au fond, c'est un désir très profond des classes populaires de notre pays aujourd'hui, un désir de stabilité. Voilà. Donc, je pense que le film, il vient dire des choses comme ça. Tu vois, j'ai pas mis de stabilo, j'ai pas dit, j'ai pas fait référence à Ambroise Croizat dans le film et tout ça. Mais pas Gilles Perret. Non, mais c'est pas notre manière de faire. Mais en revanche, je pense qu'il y a des messages qui sont donnés par les gens qu'on interroge, qui en disent beaucoup sur ce que devrait être un projet de gauche aujourd'hui. Mais cette séquence avec Mohamed et Ilyes à Grigny, elle était aussi assez terrible pour moi, enfin, au moment de le tourner, parce que ça en dit long sur la fragmentation du travail, tu vois. Et de se dire, on sait que les banlieues sont souvent des territoires d'expérimentation, notamment sur les violences policières, mais aussi sur la question du travail, de la fragmentation du travail. L'ubérisation est un peu née là. Bien sûr. Et du coup, quand tu as quand même un jeune qui a 24 ans et qui a déjà acquis comme un état de fait qu'il va falloir avoir 2 métiers pour pouvoir juste se payer un loyer, tu te dis on en est là quand même dans la 6e ou 7e puissance économique mondiale. Donc c'est assez flippant en fait. Et surtout que ce n'est pas tant la France, parce que là bien sûr on parle de la France, celle d'Emmanuel Macron et pas que de lui. Est-ce que ce n'est pas un constat qu'on pourrait faire même finalement à ce qu'on appellerait l'Occident? C'est large, on n'aura pas le temps d'aller au bout de ça, mais et même plus large que ça, hein, les pays orientaux aussi, donc capitalistes finalement. En tout cas, je ne veux pas réagir à l'actualité immédiate, mais y a Trump qui vient de voilà, mais la déstabilisation des classes populaires par un libre-échange généralisé qui met en concurrence à l'échelle mondiale et qui fait que ça permet au capital d'aller chercher les endroits où le coût du travail sera le moins élevé, où il y aura les normes environnementales les plus faibles et le moins d'impôts à payer. Cette liberté, c'est comme si on avait ouvert la cage aux fauves. Et évidemment, avec de l'autre côté, le travail qui lui est mis en instabilité et est condamné à s'adapter, à se flexibiliser et ainsi de suite, c'est un facteur de déstabilisation sociale, économique et évidemment politique. La France, Emmanuel Macron a choisi d'ouvrir les vannes, franchement, sur l'auto-entrepreneuriat. La France est le 2e pays d'Europe à avoir créé le plus d'emplois non salariés. Et en revanche, on est en queue de peloton sur ce qui est de l'emploi salarié. On a réussi à baisser de 5 points notre part de CDI dans le pays. Donc il y a un vrai choix de l'instabilité comme projet politique. Il a accéléré quelque chose, mais enfin, les Allemands, ils ont fait pareil au début des années 2000. Les Anglais, on sait que ça existe depuis Thatcher. Et je pense que cette instabilité-là mise sur le travail est évidemment l'un des moteurs majeurs pour moi du vote d'extrême droite qui se traduit par le Rassemblement national en France ou par Trump aux États-Unis. Et pour terminer, puisqu'on arrive au bout de notre heure ensemble quasiment, alors sur le même plateau d'RMC hier, vous n'étiez pas avec Gilles? Vous étiez avec Sarah Salman. Oui, je sais varier les plaisirs. Voilà, le divorce, on se rabiboche. Est-ce que finalement, vous êtes en bon terme maintenant? Enfin, est-ce qu'elle a changé? J'ai plein de questions à vous poser là-dessus, mais vous allez me répondre en bloc. Hein. Parce que j'étais surpris de la voir déjà avec vous. Même si je mets la promo, vous la partagez, j'imagine, et dire des choses. Elle parle de code du travail. Oui, mais ça, c'est incroyable. Elle dit, non, mais hier, c'était... attention, avant que vous réagissiez, je vais quand même dire tout ce que j'ai prévu de vous dire. C'est-à-dire qu'elle dit, je la cite, elle parle de pénibilité au travail, qu'elle reconnaît avoir dit, je cite, de la merde. Elle dit ça, j'ai dit de la merde concernant les smicards, la réforme des retraites ou encore le code du travail. Est-ce que finalement, vous en dites quoi? Vous avez réussi votre pari? Oui, on le voyait dans le film, même très vite, elle change dès qu'on la met dans une usine de poissons. C'est comique, hein, ça aussi. Hein. La retraite à 64 ans, c'est plus possible, et ainsi de suite. Donc on va pas prendre les millionnaires et un par un à la petite cuillère. Mais on voit qu'il peut y avoir un changement de conscience. Je ne sais pas ce que ça peut donner sur le changement politique. Je suis très sceptique. Mais enfin, le fait est que... Elle a changé, ou alors vous satisfaisez de ça, ou alors au contraire, vous pouvez regretter un peu le fait que, parce que sur ce plateau-là, elle est plutôt en train de se vanter. Oui, c'est elle quand même qui a fait plus d'efforts, machin. Regardez, moi je sais, contrairement au ministre, moi je sais ce que c'est la vraie la vie. Est-ce que vous le donnez pas un peu aussi
Bon, écoutez, si jamais on arrivait à... Moi, d'abord, je serais pour que ça se fasse de manière plus généralisée. Hein. Franchement... Des stages. Ouais. Oula. Il y a un bouquin, je sais plus comment c'est... La vie est belle, je crois, ou oh mince, c'est un truc qui a été un espèce de programme utopique qui a été pondu là. Ça te dit rien? Bon, je retrouve. Mais l'utopie, elle peut se transformer en dystopie. La vie est à nous. La vie est à nous. Je sais pas si tu as vu ça. Non, bon, pas vu, non. et dedans, il imagine une réduction vraiment très très forte du temps de travail. Le gars, je me demande si c'est pas 12 heures par semaine. Enfin bon, vraiment, c'est une très forte réduction. Ou alors, ceux qui veulent continuer à travailler, ils sont obligés à plein temps, ils doivent prendre du temps décalé. Tu vois, et de temps qui n'est pas dans leur secteur d'activité, mais c'est le ministre qui est obligé d'aller faire 7 heures dans une ferme horticole, enfin, tu vois. Bon. Et donc, moi, je trouve que c'est sain, mais bon, après... là, on tombe. C'est de l'utopie. Hein, c'est de l'utopie. C'est pas grave. Ou la dystopie pour certains, encore une fois. Mais moi, je trouve que ça serait sain, même pour de brasser, que la société, elle se brasse davantage. Tu vois, par exemple, les vendanges, c'est un lieu où peuvent se retrouver. Alors maintenant, c'est plus le cas. Les étudiants, ils bossent en septembre. Avant, ils bossaient pas. Donc, où aux vendanges, pouvaient se retrouver du cadre qui venait prendre un temps comme ça, du retraité, enfin, etc. Toutes les classes sociales pouvaient se mélanger. Moi, je trouve que un peu comme le service militaire. Ouais, mais avec les armes en moins. Voilà, il pourrait y avoir ça, mais je dirais peut-être pas seulement sur le temps de la jeunesse, mais peut-être qu'il peut y avoir des temps dans l'existence où on produit ce truc. Alors moi, j'ai ce truc carnavalesque. Je fais des films qui sont carnavalesques, d'accord? J'assume. Tu sais... allez, je vais faire mon savant, on peut se permettre. Hein, c'est la fin. Il y a un linguiste qui s'appelle Mikhail Bartin, qui était un linguiste du début de l'époque soviétique et qui a beaucoup travaillé sur les romans de Dostoïevski, sur Rabelais et tout ça, et qui a mis au jour le côté carnavalesque d'un certain nombre de romans qui procèdent par une inversion. Donc l'inversion, c'est dans le carnaval, c'est 1 semaine ou 2-3 semaines par an, mais qui procède par une inversion des rôles. Et oui. Et là, c'est le cas dans Au boulot. Voilà, c'est le cas dans Au boulot, mais c'était le cas dans Merci Patron. Il y a quelque chose qui était de l'ordre. Tu sais, je me grimais. Enfin, j'aime quand à la fin de Debout les femmes, c'est le député macroniste Bruno Bonnell qui a au départ est montré comme parce qu'il il a été comme un entrepreneur arrogant, méprisant et qui à la fin accepte dans une inversion des rôles dans notre assemblée à la fin. Ce sont les femmes, les essentielles, les invisibles, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, les assistantes maternelles qui sont députées dans l'Assemblée et lui, il porte le costume d'huissier. Ben, il y a un côté carnavalesque, il y a une inversion des rôles. Moi, j'aime ça. Voilà. Voilà, Et Gilles aussi, du coup, dans ce projet à deux. Oui, non, mais c'est agréable. Voilà, faut voir aussi pourquoi on fait ça. Et le projet final, c'est quand même de montrer les gens et d'essayer de le faire de la façon la plus agréable qui soit, quoi. Et après, par rapport à ce que tu disais sur la surprise de voir les propos de Sarah Salman, tant mieux, je vais dire. Parce que quand elle dit qu'il faudrait que tous les députés fassent ça, tous les ministres, ben oui. Et puis en plus, elle a un côté où elle touche des gens, elle, par ses réseaux sociaux, par son milieu, que nous, on ne touche pas. La méthode sur le 3, encore une fois. Donc tant mieux. Voyons voir la suite. Après, on n'est pas à l'abri d'une rechute. Hein. Non, je ne vais pas miser mes œufs dans le panier Sarah Salman. Hein, non, c'est pas toute votre stratégie. Non, mais aucun. Je mets aucun œuf dedans. Hein, d'accord, que les choses soient claires. C'est pas mon sujet. Moi, je reste. Tu sais, le sujet, c'est comment on arrive à rassembler, fédérer, organiser les Nathalie, les Sylvain, les Louisa, les Ilyes, les Mohamed, les Haroun. Nicolas, les Jonathan. Voilà, tous ces gens qu'on voit dans ce notre film. Tu vois, comment ils reprennent conscience et confiance dans leurs forces et comment ils font du commun, parce qu'on a en haut une classe qui est extrêmement organisée et on a en bas, bien souvent, des gens qui sont atomisés, quoi. Allez, c'est pour ça, ça permet pas de terminer sur une note optimiste. Bah si, parce que c'est bien. Mais c'est dans tous les cas, oui. Non, c'est juste que la scène de fin qu'on ne va pas révéler. Et non, le film est tout à fait particulière. Est tout à fait dans cet esprit jouissif et de communion. Voilà, c'est le bon mot de la fin. Voilà. Parce que tu nous donnes envie d'aller voir le film, c'est ce que j'invite du coup les spectateurs à aller le voir. Genre, merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi aujourd'hui. Et du coup, on retrouve le film depuis
depuis hier, 6 novembre, au cinéma, partout en France. Vous faites encore de la promo, j'imagine? Vous êtes à droite à gauche? Moi, je considère que moi, je fais de la promo. La promo, d'être présent pour les débats. Voilà. Moi, je considère que, je t'ai dit, représentant de la nation, mais j'aime me définir aussi comme un animateur de la démocratie. Animer, ça veut dire réveiller les âmes. Et je pense que le principal adversaire qu'on a aujourd'hui, c'est Macron, c'est Le Pen, oui, tout ça. C'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Comment on combat la résignation? Comment on combat le découragement? On combat l'abattement? Et on sait très bien quand on parle avec son entourage, avec sa famille, que c'est ce qui est en train de gangréner la société. Donc voilà, on use de ce film, je pense, comme un outil d'animation pour réveiller les âmes, quoi. Eh bien, très bien. Alors, du coup, encore une fois, une nouvelle casquette, l'animateur, le couteau suisse, François Ruffin, finalement, il est présent partout. Mais c'est très intéressant, en tout cas, la manière dont vous voyez votre rôle politique, etc. Et on a, j'espère, eu l'occasion de bien le comprendre dans cette émission-là. En tout cas, c'est un film à découvrir au-delà des a priori, au-delà de ce qu'on peut en penser, aller au cinéma, c'est important. Et puis, du coup, je vous remercie, vous aussi, chez vous, d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout maintenant. Vous pouvez la partager comme d'habitude, bien évidemment, puisqu'ils sont derrière ici, ils sont aussi derrière ici. Voilà, vous connaissez la chanson, les petits pouces, les abonnements avec les liens en description. Et puis, merci beaucoup et à la prochaine pour une prochaine émission. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous si vous l'avez appréciée. Et puis, dans l'espace commentaire, à vous y exprimer, toujours avec courtoisie, vous le savez. Trouvez aussi les liens en description, les liens utiles pour vous abonner et soutenir le travail indépendant qui est réalisé sur cette chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.